Les Européens face au défi de la croissance après les délais accordés dans la lutte contre les déficits. On en parle avec Olivier Berruyer. Bonsoir. Bonsoir. Économiste ou plus précisément actuaire, c'est-à-dire que c'est une profession qui n'est pas forcément bien connue, mais vous êtes un spécialiste des risques financiers. La gestion des risques financiers à long terme dans les secteurs des assurances et des banques. Voilà. Et vous venez de publier Les faits sont têtus, un livre aux éditions Les Arènes. Vous animez également un blog très consulté, lescrises.fr. D'abord, un mot sur l'Organisation mondiale du commerce qui vient de choisir son nouveau directeur général, qui va être un Brésilien, pour la première fois, donc un homme venu de l'Amérique du Sud, qui va succéder à Pascal Lamy, le Français. Est-ce que c'est une institution qui joue un rôle positif pour l'économie mondiale ou est-ce qu'elle est inutile, comme certains le pensent en ce moment, voire néfaste ? On rentre ici dans le grand débat sur la mondialisation. Donc la question est, est-ce qu'on considère aujourd'hui que la concurrence entre nations est libre et non faussée ? L'OMC a pour mission d'empêcher toute entrave au commerce, ce qui en soi est un principe intéressant, mais la problématique c'est que derrière, elle empêche aussi des mesures qui auraient pour effet de rééquilibrer de façon intelligente les échanges en recréant une concurrence vraiment non faussée. Ouais. Bien évidemment, quand en Chine vous avez des salaires à 100 € par mois ou quand en Roumanie vous polluez allègrement ce que n'ont pas le droit de faire des industries françaises, vous avez une distorsion de concurrence. Donc l'idée d'introduire... Et justement, d'ailleurs, pour l'instant, il n'y a pas eu de grand accord général. Le cycle de Doha n'a pas abouti, donc ça a été plutôt un échec compte tenu de toutes ces résistances et de ces particularités. Oui, malheureusement, depuis plusieurs décennies, l'idée est justement d'enlever toute idée de protection, de régulation des échanges, évidemment surtout entre pays qui ont des niveaux de développement différents. Le problème est là. Il est bien évident que le libre-échange entre des pays de même niveau est intéressant. La question, vous pensez qu'on pourrait revenir en arrière sur la mondialisation ? Je vous pose la question parce que ça revient au titre de votre livre, Les faits sont têtus. C'est une citation de Maurice Allais. Qui disait donc tout le monde dit, c'est l'idéologie ambiante, que la mondialisation est inévitable et souhaitable, mais cette doctrine, vous le citez, finira par être balayée par les faits, car les faits sont têtus. Tout à fait. C'est un clin d'œil à Maurice Allais, notre seul prix Nobel d'économie, de tendance plutôt libérale, mais qui a des choses extrêmement intéressantes, tant sur la partie mondialisation que sur la partie régulation de la finance. On pourrait revenir en arrière ? Moi, je pense qu'on reviendra en arrière, mais vous savez, c'est la deuxième mondialisation qu'on vit. Tout le monde oublie, mais entre 1870 et 1913, vous avez eu une première mondialisation d'un niveau extrêmement élevé, quasiment identique à ce qu'il y avait dans les années 80 chez nous, en termes d'ouverture des économies. Et évidemment, tout ça... Parce que là, on voit une progression formidable des échanges, importation, exportation, au niveau mondial. Hein. Oui, mais malheureusement, sur plein de domaines, il y a une centaine de graphiques dans mon livre, vous avez plein de courbes qui sont brutalement croissantes et quasiment exponentielles depuis les années 80, 90 ou 2000. Ces tendances-là ne sont pas durables. Donc, bien évidemment, vous allez avoir des cassures dans les mouvements qui risquent de ramener à des niveaux précédemment connus. La bourse clôture ce soir à son plus haut depuis 2 ans. On n'est pas loin des 4000 points. Hein. On est à 3950 et quelques. Ce sera un seuil symbolique. On voit que Wall Street est en ce moment en train de s'envoler. Est-ce que c'est un signal d'optimisme et de reprise ? Moi, je trouve que c'est un symbole fabuleux. C'est un symbole fabuleux. On est revenu à des niveaux d'avant la crise. C'est un symbole de la déconnexion complète entre une économie qu'on appelle parfois financière, mais qui est uniquement purement spéculative, qui est complètement déconnectée de l'économie réelle. Et la problématique, c'est qu'on ne veut plus s'occuper de l'économie réelle et qu'on laisse le libre champ à cette économie. Donc pour vous, ce n'est pas du tout le signe avant-coureur d'une véritable reprise économique. C'est une bulle boursière qui est en train de se recréer. C'est évidemment une bulle qui est alimentée par les plans de quantitative easing des banques centrales. Oui, les banques centrales qui alimentent en liquidité les marchés pour essayer de soutenir l'économie. Exactement. Donc c'est au contraire, c'est pour moi extrêmement inquiétant. Alors bon, tant que ça dure, à la rigueur, tant mieux, mais la chute sera d'autant plus dure. Alors comment est-ce qu'on pourrait faire ? Parce qu'il y a effectivement ce risque, on voit les banques centrales qui arrosent de liquidités, notamment aux États-Unis, au Japon, la BCE est un petit peu plus prudente, mais en même temps, ça ne se traduit pas par davantage de crédit pour les entreprises, par finalement une injection dans l'économie réelle. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui est bloqué ? Pourquoi on n'arrive pas à faire se communiquer entre eux les bons tuyaux ? Mais rien n'est bloqué. Ça fait des décennies qu'on sait très bien que l'influence des banques centrales dans ce genre de situation est à peu près nulle. Donc ça ne sert à rien. John Kenneth Galbraith avait déjà très bien démontré que de toute façon, ça sert à quoi donner de la liquidité à des entreprises s'ils n'ont aucune perspective de vente ou de développement de leur activité ? On fait pas boire l'âne qui n'a pas soif.
soif, c'est ça? Exactement. Enfin, il était fabuleux de voir la semaine dernière tout ce ramdam autour de la BCE qui a baissé ses taux directeurs de 0,25 points pour les ramener de 0,75 à 0,50. C'est du délire. De toute façon, on mettait même à 0. Et alors, si les entreprises pensent que le climat est récessif, elles vont évidemment pas investir. Donc ça ne sert à rien, si ce n'est évidemment entraîner de plus en plus de bulles spéculatives. Bon, mais est-ce qu'à l'inverse, ce qui a été fait en Europe, et notamment pour la France, ralentir le rythme de réduction des déficits pour se donner un peu d'oxygène, est-ce que c'est la bonne solution pour essayer de retrouver la croissance tout en restant sérieux du point de vue budgétaire, comme le dit François Hollande? Vous savez, la croissance, elle s'en est allée avant ma naissance. Elle n'est pas revenue depuis et malheureusement, elle ne reviendra plus. Et c'est ça qu'on refuse de voir. Depuis 50 ans, chaque décennie, on perd un point de croissance. Et dans la décennie des années 2000, on était à 0,8 de croissance en moyenne par habitant. Donc vous êtes à des niveaux de croissance extrêmement faibles. Chez nous, parce que les Chinois, ils sont à 8% par an. Parlons des pays développés, en effet, bien sûr. La Chine se développera et c'est évidemment souhaitable. Mais nous, on est développés. Comment on se développe quand on est... Alors vous dites, on ne va pas retrouver la croissance, donc on ne va pas retrouver l'emploi? Ah ben ça c'est en effet toute la question. La problématique, c'est qu'on a vécu une période de croissance formidable, les 30 glorieuses, qui ont été liées à une période d'une part évidemment reconstruction du pays, mais surtout de mécanisation. On a développé l'économie. Maintenant, on arrive à un stade où l'économie est développée. Et donc, évidemment, elle ne se développe plus. C'est comme notre croissance. Fut un temps, je mesurais 1 mètre. On vend des voitures là où on en a encore besoin, mais beaucoup moins sur les marchés européens où tout le monde est équipé. Exactement. Mais quel est le problème? Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour faire redémarrer? Parce que vous voyez qu'il y a une formidable attente, que François Hollande nous dit, je vais inverser la courbe du chômage d'ici à la fin de l'année. Il y a une exigence des citoyens. Mais vous pouvez avoir une exigence, mais il faut déjà arrêter de mentir. Il faut déjà accepter ce diagnostic et que le scénario le plus probable, c'est qu'il n'y aura pas de croissance. Depuis 2007, en 5 ans, la croissance par habitant en France a fait moins 3%. On est en décroissance depuis 5 ans. Et vous ne croyez pas qu'on retrouvera les niveaux même d'avant la crise? Mais prenons déjà l'hypothèse optimiste qu'il y aura 0 de croissance. Ce serait déjà pas mal. Ouais. Et c'est optimiste de faire ça. Mais non, on a aujourd'hui des politiques qui nous disent on va retrouver 2 ou 3% de croissance, ça ira mieux. Oui, mais on ne les retrouvera pas. Et ça fait 50 ans que ça dure, 50 ans qu'on a des prévisions. Alors s'il faut s'habituer à cette période-là, comment est-ce qu'on va gérer le manque d'emploi, le déficit d'emploi ou recréer malgré tout des gisements d'emploi? Mais le problème, c'est que comme ce diagnostic a été refusé depuis déjà une trentaine d'années, on a pris des mauvaises décisions. Des décisions qui, justement, ont eu pour but d'essayer de faire revenir de la croissance. Et tout ce que ça fait revenir, c'est de l'économie fictive, de l'économie de bulles. Ces bulles dont on parlait à propos de la bourse. Oui, mais quelle est l'alternative? C'est ça qu'on est en train de payer. Et quelle est l'alternative? L'alternative, c'est déjà accepter l'idée qu'on soit sur des niveaux de croissance extrêmement faibles. Et une fois qu'on l'accepte, une fois qu'on l'accepte, il faut adapter l'économie. Comment? Pour adapter l'économie, la principale problématique, c'est le chômage là-dedans, évidemment. Ouais. Mais comme on est sous un environnement de contraintes extrêmement fortes, et en particulier au niveau de la mondialisation, on n'arrive pas à s'adapter. Pour faire très simple, si vous êtes à croissance zéro, avec vos gains de productivité, il faut réduire la quantité de travail. Réduire la quantité de travail, elle se fait de deux façons. Soit en réduisant le temps de travail, soit en réduisant le nombre d'emplois. Et comme on ne peut pas réduire le temps de travail puisqu'on est en concurrence ouverte, forcément, votre schéma de contrainte vous entraîne à avoir du chômage. Il y a un autre scénario possible pour... L'autre scénario sous cet environnement de croissance faible serait de réduire le temps de travail. Mais ça, vous ne pouvez le faire que si vous avez un minimum de protection à vos frontières, en tout cas frontières européennes ou aux frontières du monde occidental, pour essayer de rééquilibrer. Donc vous êtes un adepte de la démondialisation que prônait Arnaud Montebourg dans la campagne, et à laquelle il a bien été obligé de renoncer par la pression de l'Europe telle qu'elle fonctionne aujourd'hui. On essaye beaucoup de stigmatiser certains mots. Je ne sais pas ce que ça veut dire vraiment de la démondialisation, et essayer de revenir à un équilibre. Moi, dans mes analyses, je pense qu'il faut revenir à un équilibre. Un équilibre au niveau des échanges, un équilibre au niveau du secteur, du poids du secteur financier par rapport à l'économie réelle, et un équilibre dans l'entreprise entre les parties prenantes, entre des actionnaires et entre des salariés. Simplement revenir à un équilibre. Ce n'est pas de mettre le balancier trop loin dans un sens ou dans l'autre. Un équilibre. Et c'est cette notion-là qu'on a perdue, tout comme on a perdu la notion de long terme. Aujourd'hui, on vit dans une crise de court terme. Toutes les décisions sont court-termistes, évidemment, où on attend les prochaines élections en essayant de mentir tranquillement pendant quelques années. Et c'est ça qui, effectivement, pose de graves problèmes à l'économie. Les faits sont têtus, c'est ce que vous essayez de démontrer dans ce livre, publié aux éditions Les Arènes. Olivier Berruyer, merci d'avoir été notre invité sur LCI. L'info continue.